Donc, j'ai procédé précédemment notamment à l'étude du travail indépendant qui avait pour but de faire apparaître les deux dimensions de l'utilité relative, négative ou positive du travail, une fois que l'approche par le caractère productif du travail est mise en tension avec l'appréciation subjective des qualités du travail. Il s'agissait d'insister sur les dimensions temporelles et socialisées de l'activité, en tant qu'elles sont intégratrices dans une communauté, une transmission familiale, une organisation de gestion conjointe des risques. Donc nous étions sur la voie des caractéristiques discordantes de la valeur du travail. D'un côté, des éléments d'emprise, d'intensité, de rémunération souvent limitée, eu égard aux quantités horaires travaillées, et qui devaient être mis en contraste avec les éléments de satisfaction qui corrigent la caractérisation du travail par sa simple désutilité. Mais il fallait encore inclure dans ces éléments des aspects qui échappent à une analyse strictement individualiste du rapport au travail, et ceci nous mettait sur la voie de la caractérisation qui est plus proche de ce que j'ai appelé au début le modèle productif, dans lequel l'indépendance ou l'artisanat occupe une place de choix, sous les valeurs d'autonomie, de complétude de l'acte de travail et d'un horizon long de développement de soi. Voilà le point où nous en sommes. L'une des déviations majeures de cette analyse de l'indépendance avec ce modèle productif de type marxien ou post-marxien tenait en fait à un fait crucial qui est l'accumulation de capital, la constitution d'un patrimoine et le taux élevé d'hérédité professionnelle, qui contredisent l'hypothèse de la tabula rasa marxienne. Et donc, nous avons vu ressurgir la distinction importante entre esprit de métier et esprit d'entreprise. Et comme je l'avais montré, le premier était le fait des reconvertis à l'indépendance, le second d'abord celui des indépendants socialisés très tôt, notamment familialement à l'indépendance. Et donc, lorsque nous allons vers le salariat, nous disposons d'une double lecture de la situation de travail. D'une part, le sentiment de satisfaction procuré par le travail n'est pas simplement corrélé au niveau de salaire. Voilà des données que j'extrais d'un travail qui a été réalisé par mes collègues sociologues et économistes Olivier Gaucho et Marc Gurgan. Marc Gurgan est celui qui interviendra tout à l'heure, du reste. Et ce travail portait sur le jugement que font les salariés sur leur salaire, à partir de l'enquête travail et mode de vie dont j'ai déjà parlé à travers la citation que j'ai faite de résultats que Baudelot et Golac ont publiés dans leur livre « Faut-il travailler pour être heureux ? Le bonheur et le travail en France ». Je l'ai déjà cité. Ici, vous voyez que la distribution de la question porte sur la satisfaction par rapport au salaire. Compte tenu du travail que vous fournissez, diriez-vous que vous êtes très bien payé, plutôt bien payé, assez normalement, plutôt mal ou très mal payé? Et vous voyez que le niveau de satisfaction plutôt bien payé ou très bien payé concerne très peu de monde, 10% des individus, hommes et femmes, et que au fond les réponses se localisent essentiellement dans normalement payé. Donc, ce qui veut dire à la fois que le salaire est peut-être sous cette forme de questionnement difficile à juger autrement que comme une norme, sinon ça devient une revendication, et que néanmoins il est tiré vers le bas, plutôt mal payé ou très mal payé, représente à peu près 40% aussi. Donc l'aspect de désutilité du travail s'exprime aussi dans le niveau de salaire, et la satisfaction en revanche n'est pas corrélée positivement à un salaire élevé, puisque un salaire plus élevé ne procure pas, ou les gens s'estimant très bien payés ne sont pas très nombreux à se déclarer tels, etc. Ici, nous avons la décomposition femmes-hommes qui est intéressante et que vous garderez en mémoire parce que hommes et femmes n'ont pas la même réaction à l'égard de la satisfaction que peut procurer le travail et les différentes composantes du travail, dont le salaire. Les deux auteurs de l'article ont mentionné ici le niveau de rémunération des individus qu'ils déclarent et le mettent en rapport avec le sentiment de satisfaction par rapport au salaire. Vous voyez que le niveau de satisfaction s'estime très bien payé pour les hommes
le salaire correspond à 14 000, à l'époque 14 500 francs. L'enquête date de 1997, travail et mode de vie de l'INSEE, alors que pour les femmes, c'est 11 520 francs. Et les chiffres décroissent, plutôt bien payés 14 000, normalement payés 11 000, etc. Et pour les femmes, c'est toujours inférieur à la situation des hommes. Tout ceci veut dire que, évidemment, les différences de salaire comptent énormément dans l'appréciation qu'on peut avoir de sa position sociale, mais que la corrélation entre la satisfaction au travail et le niveau de salaire est très imparfaite. Je reviendrai plus tard, comme je l'ai dit, sur les différences d'expression de la satisfaction au travail entre hommes et femmes, parce que c'est un des points qui va revenir à plusieurs reprises dans l'exposé de ce matin, et qu'il faudra le reprendre ultérieurement pour de l'analyser et le décomposer vraiment. Ça, c'était le premier point, salaire et niveau de satisfaction à l'égard du travail. Le deuxième point, c'est que le travail n'est pas une grandeur indivisible. Il se présente sous des espèces, des quantités et des qualités variées. Mais avant d'explorer en détail les dimensions multiples des qualités du travail salarié dans son contenu et son environnement, je veux m'attarder d'abord sur une lecture du travail par ces quantités qui sont liées à des formes contractuelles, bien sûr, et à des taux de fragmentation du travail en temps plein ou partiel, et aussi m'intéresser à la quantité zéro qui est le chômage, qui est une quantité qui aujourd'hui, je dis zéro, mais on a de plus en plus, et je le ferai apparaître cette fois-ci ou probablement plutôt la semaine prochaine, je pense que j'ai trop de matériaux pour cette fois-ci, avant d'y arriver, mais le chômage est imbriqué de plus en plus à des situations de travail à temps partiel ou de travail en activité réduite. C'est une des catégories du chômage qui a progressé le plus rapidement. Un tiers des allocataires de l'assurance chômage sont en activité réduite dans une année donnée, ce qui est quand même tout à fait spectaculaire par rapport à la situation d'il y a 10 ou 15 ans. Donc, muni de ces deux qualifications, le travail n'est pas indivisible, il s'exprime en quantité et le travail ne se corrèle pas si simplement avec le salaire. Nous abandonnons la théorie de la valeur travail, c'est-à-dire la mesure de la valeur des biens à partir des quantités nécessaires à la production, et nous entrons dans l'approche de la valeur du travail fondée sur l'utilité ou la désutilité subjective de ce travail. L'individu est donc, comme je l'ai annoncé précédemment, essentiellement compris comme un consommateur qui est maximisateur d'utilité. Utilité veut dire la mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue, par exemple par la consommation d'un bien ou d'un service qu'on se procure moyennant travail. Ce sont donc les activités passées et le temps passé hors du travail qui procurent les satisfactions recherchées, alors que le travail n'est qu'un moyen nécessaire et contraignant en vue d'une fin. Dans ce système qui constitue le cœur de la théorie néoclassique, marginaliste, inventée dans le dernier quart du XIXe siècle, le travailleur est un consommateur qui doit décider comment utiliser au mieux cette ressource rare qu'est son temps pour maximiser son bien-être en fonction des arrangements du ménage, avec des différences possibles de situation entre conjoints, bien sûr, biactifs ou pas, payés de manière très différente ou pas. Et tout ceci relève, je n'y insiste pas, de la modélisation bien connue de l'offre individuelle de travail sur un marché du travail. L'analyse est réalisée en termes de prix et de quantité. L'individu choisit de travailler une certaine quantité d'heures en fonction de l'arbitrage qu'il veut opérer entre le revenu qu'il attend et l'effort qu'il va consacrer. Autrement dit, la quantité de loisirs qu'il va sacrifier. Et compte tenu évidemment des autres sources de revenus dont lui et son ménage peuvent disposer hors de son revenu personnel de travail. L'hypothèse de la division parfaite du travail en quantité discrète
est bien sûr irréaliste. On n'achète pas 1 ou 2 heures à un individu. Enfin, il existe des mondes dans lesquels on le fait. Je me suis intéressé, j'y reviendrai plus tard, à un monde où on achète 3 heures d'un technicien ou d'un artiste du spectacle, littéralement. C'est un cachet. Donc on travaille au cachet. Et l'actualité est très présente de cette catégorie, mais je ne vais pas en parler maintenant. Néanmoins, donc la division du travail en quantité discrète est assez irréaliste dans la plupart des cas, car les emplois ne sont pas sécables à l'infini, mais il est vrai aussi qu'on assiste à une multiplication de formules contractuelles avec les montées du travail à temps partiel, une mesure très importante et dont la portée n'est pas encore connue de l'accord national interprofessionnel en France de 2013, consiste à fixer un plancher au temps partiel, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y a une interrogation sur la portée exacte de cette mesure en termes d'amélioration de la situation des individus en temps partiel, mais en contrepartie des risques de destruction d'emplois à temps partiel, qui est toujours la menace qu'on invoque en cas de réforme, évidemment. Cette multiplication des formules contractuelles du travail, du temps de travail, a largement contribué à déstandardiser les normes quantitatives de travail. Et je vais insister beaucoup d'abord sur ces quantités, avant d'insister sur des qualités, parce que ces quantités pèsent lourd dans la mesure exacte de ce que vaut le travail. Mais est-ce qu'on peut atteindre directement, puisque je me situe dans un cadre d'analyse de l'utilité ou de la désutilité du travail, est-ce qu'on peut attester de cette utilité ou désutilité du travail de manière assez simple et directe ? Je vous propose ici des résultats de la plus récente enquête emploi du temps des Français, qui est aussi issue de travaux de l'INSEE. Vous avez compris que je me sers assez souvent, ou même très souvent, de travaux de l'INSEE pour appuyer mes propos et illustrer mes propos. C'est vrai que c'est une mine d'or, d'autant plus aujourd'hui facile à exploiter que tout est en ligne, y compris des données complémentaires, et que les moyens d'investigation et d'enquête de l'INSEE sont très élevés, et les chercheurs qui ont exploité ces données de très bon niveau. Donc c'est un bien public de connaissances dont je me sers avec plaisir et avec gourmandise, je dois dire. En tout cas, j'avais moi-même travaillé sur la précédente version de la précédente enquête emploi du temps des Français de 99-2000, et je vous présente ici la nouvelle qui analyse les moments de temps libre agréables dans une journée. On demande aux individus de coter les temps sur une échelle de -3 à +3, et on distingue la valeur du temps libre. Qu'est-ce que vaut le temps libre en termes d'agrément? Qu'est-ce que valent les besoins physiologiques en termes d'agrément, les tâches domestiques, le transport, travail et études? Et vous voyez que travail et études figurent vraiment bien en bas, avec une cotation de 0,8, alors que le temps libre est à +2,3. Donc on a une sorte d'indice assez simple de la désutilité du travail. Il est incontestable que le travail est vécu comme une contrainte, et les études, qui sont une forme de travail, mais doublées d'un investissement, qui sont un travail en vue d'un travail, un travail au carré, sont assimilés purement et simplement au travail. Est-ce que ce niveau de satisfaction, ou plutôt de faible satisfaction à l'égard du travail, varie beaucoup selon les catégories? Ça, c'est il en est de même que pour le revenu. Les différences sont très faibles, au fond, entre profession libérale, cadre, employé, ouvrier. Vous voyez que la satisfaction, le niveau d'appréciation du travail selon la catégorie socio-professionnelle varie autour de 1,1, 1,2.
la moyenne est à 1,3, à 1,1. Et il n'y a que, encore une fois, les indépendants pour aller beaucoup plus haut, à 1,5 à peu près. Donc, voilà une mesure possible de cet aspect de désutilité du travail. On peut encore procéder autrement. L'enquête emploi du temps des Français analyse la satisfaction à l'égard de la vie en général et la compare au côté agréable ou non d'une journée. Comment fait-on? Ici, nous avons une analyse de chaque période de 10 minutes qui a été notée de -3, +3 par les individus, et la moyenne journalière a été calculée en attribuant la même importance à chaque période, quelle que soit l'activité et le contexte. En revanche, l'appréciation de la vie en général est une réponse à la question sur une échelle de 0, pas du tout satisfait, à 10, très satisfait, à quel point êtes-vous satisfait de la vie que vous menez actuellement? Je vais revenir sur ces éléments d'analyse de mesures subjectives de l'utilité par l'indice de satisfaction parce qu'ils reviendront à plusieurs reprises dans mon exposé. Donc gardez-le en mémoire. On observe que plus les individus sont satisfaits de leur vie en général, plus la moyenne de la journée décrite est élevée. Ça n'est pas une surprise exactement, mais ce lien positif ne se vérifie pas pour tous les groupes. Les jeunes de moins de 20 ans jugent négativement les moments liés aux études, ce qui entraîne une faible moyenne journalière, mais lorsqu'on les interroge sur leur satisfaction dans la vie en général, ils sont extrêmement heureux. Ils ont un taux de satisfaction de 8,4 sur 10 contre 7,4 en moyenne. Mais ils n'aiment pas beaucoup les moments d'études, mais comme ils ne leur accordent pas un faible poids dans le bien-être en général, leur satisfaction en général n'est pas affectée par le peu d'agréments qu'ils trouvent dans les études. De même, le travail est considéré comme une activité peu agréable, vous l'avez vu, et les personnes qui ont une activité professionnelle passent des journées, alors là, intéressant, légèrement moins bonnes que les chômeurs, plus 1,8 contre plus 1,9, nous allons y venir. Mais la grande différence, évidemment, c'est que la satisfaction à l'égard de l'existence en général est nettement plus élevée pour les travailleurs que pour les chômeurs, 7,4 contre 6. Donc voilà des indices de quelque chose qui a lieu, qui est un peu plus complexe qu'une vision monodimensionnelle. Il faut procéder à une distinction initiale dans l'analyse des états des personnes pour considérer la valeur du travail salarié. Je reprends ici un argument de Pierre Cahuc et André Zilberberg dans un ouvrage sur le marché du travail, un gros manuel de marché du travail, d'économie. Dans la théorie habituelle de l'offre de travail, l'individu ne considère que deux états, activité ou inactivité, autrement dit le temps occupé et rémunéré ou le temps libre. Et qu'est-ce qui arrive quand on introduit le chômage ? Voilà la question qui va m'occuper une partie de cette matinée. Si je suis dans le cadre de travail ou inactivité, l'hypothèse sera que tout travail est intrinsèquement pénible ou contraignant ou peu agréable. On en a vu des éléments, à une exception près, mais les indépendants n'ont pas de chômage à proprement parler, donc ils n'ont que du sous-emploi non qualifiable dans les termes habituels. Donc tout travail est considéré comme pénible, mais les individus évidemment réagissent différemment à cette pénibilité intrinsèque. Travailler est plus pénible pour certains que pour d'autres, et surtout plus ou moins pénible selon les caractéristiques de l'emploi occupé. Alors, on peut d'abord, pour traiter ce point, réduire le problème à une question de quantité monétaire, et c'est là qu'intervient l'argument important du niveau de salaire en dessous duquel je n'accepterai pas de travailler. Ce qui veut dire, ou pour un indépendant, le seuil de revenu à atteindre pour être actif plutôt qu'inactif.
Évidemment, de multiples facteurs entrent en jeu dans ce calcul, dans ce seuil à déterminer: le niveau de la fiscalité directe du revenu et du capital, les revenus du foyer s'il y a biactivité, les prélèvements sociaux, les coûts liés à l'exercice de l'emploi, frais de garde, frais de transport, niveau des revenus de transfert aussi, acquis ou sacrifiés en fonction des revenus de travail, coût du travail domestique si le ménage recourt aux emplois marchands de services plutôt que de produire lui-même ses travaux domestiques, quantité d'offres de consommation publique pure, je veux dire les services qui sont sans coût ou à très faible coût pour des ménages, les crèches, les systèmes d'éducation, les systèmes de soins, les services juridiques, la sécurité et la protection personnelle. Ces éléments de consommation de biens publics purs font une différence gigantesque entre le rapport au travail en France et le rapport au travail aux États-Unis, par exemple. Quand vous êtes dans le monde anglo-américain, surtout américain, les services d'éducation sont assez largement payants et même très chers. Et donc les comptes personnels affectés ou les éléments de budget affectés à ces services-là comptent énormément dans toutes sortes de comportements de consommation privés et du ménage. Et enfin, des offres publiques nationale ou locale pour atteindre un niveau de vie minimum en cas d'inactivité, sous condition d'éligibilité évidemment aux programmes de minima sociaux. Sur ces points-là, il y a énormément de travaux très précis pour déterminer, j'y reviendrai, pour déterminer la sensibilité des individus à la reprise ou non d'activité en fonction de l'écart entre la position dans l'état de bénéficiaire des minima et dans la reprise d'activité. Le RSA, le fameux RSA français, a été un élément d'une tentative de résolution des problèmes que posait un point tout à fait intéressant qui avait été mis en évidence par deux chercheurs, Yannick Lorty et Denis Hahn, qui avaient montré que quand on prenait en compte à la fois les aides publiques nationales, mais aussi les aides publiques locales, qui sont très nombreuses ou très variées, ou qui étaient à ce moment-là, on pouvait assister à des phénomènes d'ancrage dans la dépendance à l'égard des minima qui mettaient en péril l'argument de l'incitation au travail pour sortir de la trappe à inactivité et à pauvreté. C'est un des éléments contre lesquels la création du RSA a voulu réagir, mais je ne vais pas insister sur ce point. Donc, il est possible à ce moment-là, une fois qu'on a fait tous ces comptes et on a regardé quelle est la contrainte budgétaire des individus et des ménages, de se demander quelles sont les meilleures alternatives au travail rémunéré pour obtenir un niveau de bien-être ou d'utilité. Notamment, on le fait quand on assiste à des changements d'état. Les individus, par exemple, l'allocation parentale d'éducation a été un moment où, quand elle a été procurée aux mères de 2 enfants plutôt que de 3, on a assisté à un phénomène à assez grande échelle de retrait du marché du travail, au moins temporaire, de la part des femmes. Thomas Piketty a étudié ça en détail, je n'y reviens pas. Mais ça, c'est la première approche. Donc, on fait des comptes. L'autre approche nous situe d'emblée dans le cadre du marché du travail. Là, on ne s'intéresse plus à est-ce que j'y vais, je n'y vais pas, mais j'y suis. Donc l'individu est actif et la mesure de l'utilité ou de la désutilité advient notamment lorsqu'il y a une situation de rupture avec la situation antérieure et spécifiquement un épisode de chômage. Donc, dans ce second cas, la question n'est pas simplement de savoir à quel prix j'accepte de travailler, mais comment je me comporte si je suis au chômage et comment je me comporte dans ma recherche d'emploi et quel est le principe d'arrêt d'une recherche qui a évidemment un coût et dont le terme est par définition incertain. Dans ce cas-là, l'individu opère dans un autre cadre. Il doit établir, par référence à sa situation antérieure, à quel niveau de salaire il acceptera une offre de travail. On appelle ça le salaire non plus de réserve, mais de réservation, lorsqu'il est en recherche d'emploi, en fonction évidemment des flux d'offres de travail auxquels il peut répondre ou en fonction des résultats de sa démarche de prospection d'emploi.
La recherche d'emploi est un processus sur le déroulement duquel agissent évidemment beaucoup de facteurs, notamment les conditions d'éligibilité à l'indemnisation du chômage et de niveau et de durée d'indemnisation du chômage, mais aussi les ressources personnelles et institutionnelles disponibles. Aide privée, mobilisation de réseaux personnels, accompagnement personnalisé, etc. Alors, dans quel cadre de l'analyse de la valeur travail nous situons-nous maintenant ? Pendant le temps où il peut prospecter pour retrouver un emploi, l'individu dispose à la fois d'un temps à utiliser pour rechercher une solution de retour à l'emploi et, en cas d'indemnisation suffisamment longue, ce qui est un problème intéressant sur lequel je vais revenir, pour chercher la solution la plus satisfaisante ou, comme disent les règlements des organismes gestionnaires de dispositifs d'assurance chômage et d'aide de retour à l'emploi, pour accepter ce qu'on appelle une offre raisonnable d'emploi. Voilà un thème intéressant. Je vous donne les critères qui définissent le caractère raisonnable ou non de l'offre d'emploi. On tient compte pour le projet personnalisé d'accès à l'emploi, qui est un pacte entre l'organisation, le pôle emploi et le chômeur, de la formation de l'individu, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises, de sa situation personnelle et familiale et de sa situation sur le marché, de la situation du marché du travail local. Donc il y a une sorte de constitution d'une équation de salaire avec un élément d'environnement. Et c'est ça qui définit les raisons du chômeur. C'est un point, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un point à garder en mémoire pour comprendre ce que c'est que l'attitude de l'individu à l'égard du travail en fonction de ce qu'il a été et de ce qu'il peut prétendre être encore. Mais le point que je veux garder en mémoire tout de suite, c'est l'argument, c'est que le chômage est une rupture de trajectoire dont les effets sont plus ou moins profondément négatifs et dont il s'agit d'annuler les effets en question en revenant à l'emploi dans des conditions au moins raisonnables. Donc la question est claire. La désutilité du travail est avérée, mais il y a pire encore que la désutilité du travail, c'est l'état d'anéantissement du travail dans la situation de chômage. Et c'est par là qu'on peut capter un certain nombre de valeurs que la cotation du travail par son simple salaire ne prend pas en compte et sur lesquelles je vais insister maintenant. Je voudrais donner un éclairage à travers un travail qui avait été très bien mené par ma collègue Dominique Schnapper, qui est à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a aussi été au Conseil constitutionnel, et qui avait écrit un livre sur l'épreuve du chômage en 1981 pour définir les caractéristiques du chômage en faisant une typologie. Les traits communs qu'elle définissait à partir d'une enquête par entretien, c'était pour tous les chômeurs, absence de participation au rythme collectif, c'est-à-dire les rythmes qui en font alterner travail, non-travail, week-end, semaine, etc. Privation des points de repère spatiaux de l'existence. On va au travail, on est dans un lieu de travail, on a un environnement de travail, et la remise en question de l'identité personnelle et sociale qui varie évidemment beaucoup en fonction de l'attitude à l'égard du travail. Évidemment, ces traits communs n'excluent pas du tout la variété extrême des vécus du chômage, qui dépendent aussi de l'aptitude à se donner des activités de substitution et de l'importance des réseaux de sociabilité et de la capacité de l'intégration familiale. Mais le point intéressant, c'est la typologie qu'elle propose, 3 formes de chômage qu'elle appelle chômage total, chômage différé et chômage inversé. J'en dis quelques mots ici. Le chômage total, c'est le bouleversement complet de la vie du chômeur. Les temps individuels sont rompus, le chômeur s'éloigne des rythmes collectifs. Le temps devenu disponible présente éventuellement certains charmes au début, mais très vite se révèle être le temps de l'ennui et de l'insupportable. Beaucoup de chômeurs continuent alors à maintenir un rythme de vie comme avant pour échapper à ce mécanisme. Donc, à la perte du temps collectif s'ajoute la perte des lieux de rencontre privilégiés, bien sûr, comme je l'ai dit. Les parcours, les magasins, les restaurants collectifs. C'est donc tout un réseau de sociabilité qui disparaît.
Et l'identité individuelle est évidemment affectée aussi. Après une première réaction de choc, commence la rumination, qui ronge peu à peu l'identité individuelle et la conscience du chômeur. Il s'agit de trouver un coupable, et on peut le trouver d'abord hors de soi, puis ensuite en soi. Et donc de se retourner contre soi-même à un moment ou à un autre. C'est tout ça que doit prendre en charge le fameux parcours d'accompagnement dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Mais le chômage est vécu avant tout comme une rupture et une pathologie, une maladie qui pour beaucoup est survenue brutalement. Le point intéressant qu'elle souligne et sur lequel vous allez voir, on va revenir très vite, c'est que les individus éventuellement le sentaient venir, mais n'y croyaient pas vraiment. Et le sentiment de trahison renforce cette fausse assurance. Donc il y a ensuite un sentiment de rejet et comme si l'individu était frappé d'ostracisme. Et s'infiltrent aussi des éléments très empoisonnants comme le sentiment de devenir un parasite ou un fainéant et un profiteur. Ça, c'est l'argument classique qui retourne le chômage involontaire en chômage volontaire quand le tissu social se fragmente et que les insiders, ceux qui sont en emploi, peuvent éventuellement accuser ceux qui sont au chômage de se comporter de manière insuffisamment active dans leur recherche d'emploi. Et évidemment, quand le chômeur a dépassé l'âge de 50 ans, tout ça est amplifié. Le seul horizon raisonnable, c'était du moins l'analyse dans les années 80, elle a un peu changé aujourd'hui, c'est l'espoir d'une retraite honorable, même si on demeure dans l'état de chômeur. Le deuxième type, c'est le chômage différé. C'est une forme de sas intermédiaire entre l'activité et le chômage total. Le chômage différé, c'est l'étape par laquelle passent notamment des cadres. Dominique Schnapper distingue deux catégories de cadres, ceux qui ont une chance de retrouver du travail très vite, surtout jeunes et diplômés, et à l'époque, une population de cadres qui était assez nombreuse, des cadres sans diplôme, plus âgés que la moyenne et qui avaient des chances beaucoup plus faibles de revenir à l'emploi. Et cette catégorie-là s'est observée beaucoup parmi les cadres qui ont eu à subir des licenciements après 50 ans. Et ce point-là est toujours d'actualité, c'est-à-dire quelle est l'obsolescence de la vie de travail chez les gens très qualifiés qui sont propulsés haut mais qui peuvent aussi chuter assez vite. Et donc là, on a une stratégie de recherche d'emploi dont les éléments premiers sont intensité des démarches et multiplicité et gestion rigoureuse des moyens utilisés. Donc la recherche d'emploi prolonge et en quelque sorte prend la forme des activités antérieures. C'est un véritable travail, un métier à plein temps, une activité intense qui permet de surmonter le choc du chômage. Et donc tout se règle en fonction de ça, diminution des temps de loisirs, investissement dans la recherche de travail. C'est notamment dû au fait que les cadres sont peut-être beaucoup plus affectés dans l'identité personnelle par la prise de conscience de cette rupture d'identité que d'autres catégories de travailleurs, notamment parce que le cadre était celui sur lequel reposait le pilier de l'emploi à temps plein avec carrière salariale ascendante et mise en équation de la qualification et du revenu au-delà des simples comptabilités des salaires minimums. Mais évidemment, tout ça est mis en péril par l'expérience du chômage, d'où le recours aussi aux stratégies de formation. La troisième catégorie de chômage, c'est ce qu'elle appelle le chômage inversé, qui est plus proche de ce qu'on appelle la représentation du chômage volontaire, une population qu'elle décrit à travers les entretiens qu'elle a faits comme une population un peu plus jeune, plus souvent proche des formations
diplômantes et des mondes intellectuels qui considèrent que le temps libéré par l'absence de travail est un temps qui peut être consacré davantage à des formes expressives d'activité. Donc il y a là un ancrage dans le refus d'une certaine condition de travail, soit que les individus soient jeunes et au fond, pour eux, la situation sur le marché du travail ne leur offre pas les débouchés espérés, et en tout cas des débouchés qui sont en dessous de leur qualification, et donc ils rejettent ce décalage entre l'idéal que le système scolaire leur a laissé entrevoir, surtout quand il s'est coloré d'une méritocratie de l'effort avec un rendement et un investissement qui finit par payer, mais que la réalité du travail, qui est plus banale et sans intérêt, leur oppose assez cruellement. Ces jeunes, donc, ne peuvent plus valoriser le travail et ne se sentent pas coupables de ne pas travailler. Au travail vide de sens, ils opposent en quelque sorte un travail, un temps plus riche en activités, d'engagement, de loisirs, mais de mobilisation sur des plans qui favorisent un certain épanouissement. Il y a enfin une dernière catégorie qu'elle isole, qui est, elle, une catégorie plus marginale, mais qui porte davantage, et comme on l'a vu apparaître à plusieurs reprises, qui est celle des mondes de création, où le rapport au travail et au non-travail est un rapport plus complexe, qui est un entrelac assez sophistiqué, parce que la préservation du temps ne s'écrit pas et ne se comprend pas comme une équation tant de temps pour tel résultat. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes toutes premières diapositives, vous aviez vu que la motivation intrinsèque dans le travail des activités créatives ne repose pas sur la corrélation stricte entre la quantité et le résultat. On peut travailler énormément pour un résultat qui n'aura pas beaucoup de valeur, et inversement, le fameux coup de la chanson qui a pris 2 minutes et qui est un succès mondial, alors que j'en ai écrit 100 autres qui n'ont jamais rien donné. Voilà le genre de raisonnement complexe. Donc le rapport au temps dans ces cas-là est assez particulier. Mais ce troisième type, je vais le laisser de côté. Je m'intéresse surtout aux 2 premiers, qui sont la rupture, qui est réparable, ou alors, c'est le type 2, ou alors la rupture qui est de plus en plus difficile à réparer, qui est désocialisatrice. À l'inverse, le chômage de type 3 est plutôt vécu comme un accommodement offensif à l'égard d'une situation de surqualification par rapport à l'état du marché du travail, ou de contestation plus ou moins durable de ce qu'est le travail dans son caractère subordonnant. La part de chômage de type 3 où on réagit contre le risque de déqualification et donc d'individus qui se présentent comme surqualifiés par rapport au marché du travail est un des points très importants de la théorie de la segmentation des marchés du travail, qui dit que des individus qualifiés n'arrivent pas à trouver le travail auquel ils pourraient aspirer, alors même que des individus strictement comparables sont en emploi, mais occupent les positions qu'eux-mêmes n'arrivent pas à obtenir. C'est la fameuse question des insiders contre les outsiders. Ceux qui sont dedans sont bien protégés, et leur protection peut éventuellement figer le marché du travail à tel point que ceux qui essaient d'y entrer, même avec des qualifications comparables, n'obtiendront pas des emplois de qualité comparable. Mais je vais d'abord analyser les types 1 et 2 et m'intéresser à la question de la portée de la rupture que constitue le chômage. Et je m'intéresse ici à des travaux sur la satisfaction à l'égard des conditions d'existence, j'en ai déjà parlé, et sur l'impact de tel ou tel facteur à l'égard de cette satisfaction ou d'un sentiment subjectif de bien-être. Donc je suis dans le cadre du raisonnement, qu'est-ce que c'est que cette utilité, ce sentiment subjectif de bien-être ou de mal-être ? L'argument est que cette variable du bien-être subjectif, que mesurent les questions de satisfaction, capte l'ensemble des éléments qui agissent sur le sentiment de l'individu à l'égard de ce qui détermine sa situation individuelle,
qu'il s'agisse de facteurs personnels ou de facteurs collectifs. Et donc l'analyse va consister à décomposer analytiquement ce niveau de satisfaction pour révéler à quoi il est sensible. Alors voilà un exercice qui a été fait par des chercheurs anglais et américains qui ont utilisé des données d'un panel allemand, un panel socio-économique allemand qui interroge les mêmes individus entre 1984 et 2003 en réinterrogation successive. Et donc, on dispose d'une quantité élevée d'observations de type longitudinal, ce qui est très intéressant pour étudier les réactions à l'égard des événements qui peuvent survenir. Et leur propos, c'est d'étudier l'effet de 6 événements, vous allez les voir apparaître tout à l'heure, sur le sentiment subjectif de bien-être des individus, afin de savoir comment ils s'y adaptent une fois l'événement survenu, mais aussi, et ça c'est plus original, comment ils ont éventuellement pu l'anticiper et en quoi cette anticipation a pu jouer sur leur niveau de bien-être. L'argument, c'est que l'impact de la cause agissant sur la variation de bien-être est évidemment maximal au moment de la survenue de l'événement, mais qu'il y a aussi ce qu'ils appellent des leads, des signes avant-coureurs ou des indices de survenue possible de l'événement et des lags, c'est-à-dire des effets persistants ou des effets retards. Et donc, pour certains événements, l'adaptation est rapide et complète, alors qu'elle est lente et incomplète pour d'autres, avec un effet négatif persistant. Et l'intérêt des données de panel, c'est de permettre d'observer le même individu avant et après la survenue de l'événement afin de tracer le profil d'évolution de sa satisfaction subjective. Donc on calcule des changements d'une année sur l'autre dans les réponses des individus aux questions qui sont posées, vie familiale, vie professionnelle, et non pas à partir d'une information rétrospective. Donc c'est un outil puissant. Donc un individu qui était en emploi et qui devient chômeur l'année suivante est identifié par cette transition nette, de même qu'on peut prendre en compte la durée de l'épisode de chômage. Alors voilà les résultats de la régression qui est faite, comme toujours. Ah non, alors là, on ne voit rien du tout parce que l'affichage du PowerPoint est très mauvais. Donc je ne vais pas vous infliger un exercice où je vais pointer mon pointeur en vous disant que tout y est. Je vais vous commenter simplement les chiffres. Les chiffres disent, mais je peux quand même le dire, que l'impact négatif du chômage est très profond. Il est en même temps décelable avant, et c'est ici que figure la donnée, c'est les fameux leads. Est-ce que l'individu était moins satisfait de son existence 4 ans avant, est-ce qu'on observait quelque chose 4 ans avant la survenue de l'épisode de chômage? Donc, on interroge les gens qui sont passés au chômage et on regarde ce qui s'est passé 4 ans avant, 3 ans avant, et on voit qu'il y a déjà une diminution du sentiment de satisfaction à l'égard de son existence dans ces cas-là. Et évidemment, l'événement étant survenu, on voit qu'il a un impact négatif très fort. Ce qui est important, c'est qu'il est à la fois fort et durable. Ce qui est important est que sa durée décroît assez faiblement dans le temps, au contraire de ce que je vais montrer sur d'autres événements. Évidemment, les corrélations habituelles sont présentes, c'est-à-dire que l'impact est plus fort à un âge élevé, il est moins fort quand on est jeune, donc on a une capacité de surmonter l'épreuve plus facilement parce que l'horizon est plus long, il est moins fort quand on a des revenus plus élevés, bien sûr, et la santé qui se dégrade, qui est un des points essentiels, santé qu'on peut qualifier aujourd'hui de manière beaucoup plus multiple qu'autrefois, la santé joue un rôle très important, évidemment, quand elle est associée à l'expérience de chômage, dans le sentiment de difficulté et de mal-être social et individuel. De même, ça c'est un point original, donc je finis quand même par pointer, c'est un point original, les individus qui sont séparés, donc qui vivent l'expérience seuls, sont beaucoup plus affectés que les individus mariés. Là encore, ça rejoint les éléments que j'ai énoncés antérieurement. Le couple ou la vie en ménage joue le rôle de protecteur contre des risques, évidemment, à la fois au plan objectif et au plan subjectif. Bon, alors maintenant, comme toujours, le temps passe trop vite, ça c'est tout à fait fâcheux. Je vais
je vais détailler quels sont les événements qui ont été observés pour mettre le chômage en contraste avec d'autres. Les événements en question sont le chômage, le mariage, le divorce, le veuvage, la naissance d'un enfant et lay-off, c'est-à-dire le licenciement ou la mise à pied, ça dépend des situations, c'est-à-dire un chômage avec éventuellement retour à l'emploi ultérieurement. Et là, on a le tableau des réactions des individus. On observe que l'anticipation d'un changement de la situation de l'individu agit sur le sentiment de bien-être très tôt pour le chômage. Le mariage, qui est évidemment plutôt un sentiment positif, il agit positivement 3 ans avant. Le divorce, il a les mêmes caractéristiques en termes d'anticipation que le chômage. Vous me direz que chômage et divorce, il y a un élément de comparaison, de licenciement, etc. Le veuvage est un choc brutal qui agit sans anticipation. La naissance d'un enfant a été préparée en termes de sentiments subjectifs de bien-être dans la vie des individus, et le licenciement, lui aussi, a agi antérieurement. L'adaptation, c'est-à-dire comment les gens réagissent une fois que l'événement est survenu, l'adaptation est faible pour le chômage. Ça, c'est les hommes. Elle est complète pour les autres, c'est-à-dire une fois un certain temps passé, et vous allez voir quel est le temps qui est nécessaire, les individus s'ajustent à la situation. Ce qui est intéressant, c'est que pour le chômage seul, l'ajustement est difficile. Pour les femmes, la situation est assez différente. L'anticipation est beaucoup plus courte, sauf pour la naissance d'un enfant où la variation dans le sentiment subjectif de bien-être a été beaucoup plus précoce. Elle a été anticipée de 4 ans, ce qui est tout à fait intéressant. Vous voyez l'intérêt de l'enquête, qui est quand même de mettre en évidence des choses qu'on perçoit assez simplement, mais de les quantifier et de les démontrer. C'est une des forces de la science sociale, c'est d'essayer de rejoindre le vécu individuel en gommant un certain nombre de facteurs de variabilité pour monter des tendances centrales et ensuite réintroduire évidemment de la variabilité. Pour les femmes aussi, l'adaptation a été un peu meilleure à l'expérience du chômage au bout de 4 ans que pour les hommes. Donc là encore, la relation au travail des femmes et des hommes, comme pour le salaire, est différente et il faudra y revenir, j'espère, dans le cours de cette année. Et en revanche, les résultats sont semblables pour les autres variations. Alors ici figure, encore une fois pour les hommes, le mécanisme dans le temps. Ça, c'est, je trouve, un très joli résultat de Clark, Diener et de ses collègues. Voilà comment les situations se présentent. Les individus ont anticipé, d'une certaine manière, ont pressenti, on peut dire que c'est une mesure de pressentiment de ce qui peut arriver dans le chômage. C'était ce que disait un des interviewés de Dominique Schnapper. On sentait bien quelque chose qui pouvait surgir, mais qui n'était pas encore concrétisable. Donc la décrue du taux de satisfaction à l'égard de l'existence est relative, mais elle est déjà présente là, et puis ensuite, elle persiste très longtemps. La ligne verticale qui est présentée ici, c'est l'intervalle de confiance, c'est-à-dire la probabilité pour que le point central soit correctement précisé dans les outils dans le travail statistique. Et la ligne horizontale, c'est 0 variation par rapport à la satisfaction, donc il n'y aurait aucun changement. Donc tout ce qui est en dessous, c'est une diminution du bien-être, et tout ce qui est au-dessus, c'est une progression du bien-être. Vous voyez qu'on ne revient pratiquement jamais, on ne revient pas à l'état initial, même après 5 ans d'expérience du chômage. Il y a une légère remontée au bout de 4 ans, mais on est encore en dessous. En revanche, le divorce a des propriétés assez semblables, mais il est remarquable que la survenue même de l'événement, ça, observait ce point, c'est-à-dire au temps 0, la survenue de l'événement au temps 0, on a déjà remonté la pente. Autrement dit, l'événement lui-même a été anticipé et sa réalisation a un caractère, entre guillemets, libérateur, parce qu'il a fallu agir et que l'action a joué un rôle pour, en quelque sorte, remettre les situations d'équerre, alors que ça n'est pas vrai du tout dans le chômage. Il y a une vraie rupture. Vous voyez, la courbe ici n'est pas du tout la même.
Et ensuite, l'adaptation se fait assez rapidement, la pente est ascendante continuellement. Pour ce qui est du mariage, on est évidemment dans la zone supérieure à des gains de bien-être, mais avec un facteur d'érosion, en tout cas une fois que le phénomène du mariage est passé. Je vous laisse méditer sur ce sujet métaphysique et physique. Le veuvage est un phénomène de rupture, vraiment un choc brutal qui a été assez peu anticipé, moins bien anticipé, et le choc est profond, mais la recovery, où on retrouve en quelque sorte, on s'en sort progressivement assez bien. Et la naissance d'un enfant donne lieu à des variations de bien-être qui sont classiques aussi, augmentation du bien-être, et puis après le choc, il faut s'ajuster, et puis bon, l'enfant est là, etc. Pour les femmes, la situation est pour le chômage, vous voyez que la situation est plus comprimée en termes de perte d'utilité. Elle est aussi plus élevée en termes de mariage. L'espoir dans le mariage est plus fort. En termes de veuvage, les situations sont assez identiques. Et en termes de naissance de l'enfant, il y a une variation qui est plus nette, positive et négative. Et pour le divorce, on assiste à une courbe qui est assez semblable, mais qui est beaucoup plus rapidement positive. Le caractère libérateur dans le divorce, voilà qui ferait méditer mon collègue François de Singly, dont les travaux sur ces questions-là pourraient, je pense, peuvent s'inspirer de ces résultats. En tout cas, ces données sont très utiles parce qu'elles montrent qu'il y a bien des signaux avant-coureurs. Et ces signaux avant-coureurs agissent sur le niveau déclaré de bien-être subjectif. Or, et je vais progressivement tisser ma toile pour relier l'individuel au collectif, c'est ça mon objectif à travers le traitement de la question du chômage. L'anticipation d'événements plaisants ou déplaisants est un facteur explicatif très important du niveau présent de bien-être individuel. Mais pas simplement pour l'individu, mais pour la collectivité. Je n'examinerai pas ici tous les travaux et toute la littérature sur le pessimisme très variable des individus à l'égard de leur situation à venir, mais vous connaissez ce résultat assez bizarre dont Olivier Galland avait du reste parlé dans son intervention, qui situe ce résultat, c'est que les Français sont très hauts dans l'échelle de pessimisme, alors même que les protections, par exemple à l'égard du chômage, j'y reviendrai plus tard, sont aussi parmi les plus élevées, et que les amortisseurs sociaux sont nombreux, les taux de prélèvement obligatoire, comme on dit, sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc on est encore dans une société d'État-providence qui prend soin collectivement de chacun à un niveau beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et pourtant, le pessimisme est plus élevé qu'ailleurs. Il y a une réponse à cette question, donc je l'illustrerai, je pense que je me dirige vers la fin de l'exposé, mais donc je ne peux pas vous donner tous les éléments maintenant, mais il y a des relations contre-intuitives entre les niveaux de protection de l'emploi ou de protection sociale et les sentiments de bien-être anticipé ou de bien-être réalisé des individus selon les modalités des mécanismes de protection. C'est ça qui est important, c'est que ce sont les modalités qui comptent, ça n'est pas la protection en tant que telle, il vaut mieux être protégé que pas, mais ensuite, comment se distribue la protection entre les uns et les autres. C'est ça le problème. Est-ce que la protection des uns diminue ou expose les autres à plus de risques, etc., puisque tout le monde n'est pas également protégé. Voilà un problème classique. En tout cas, la perte de bien-être subjectif déclarée et qui peut être anticipée, le climat, comme on dit, qui a été illustré dans ces données, le climat, c'est parce que les choses se sont déclenchées déjà un peu avant, notamment pour les hommes, c'est plus frappant encore. Ce climat est un élément de compréhension de ce que peut être l'insatisfaction à son plan à la fois individuel et collectif.
et dont les traductions factuelles sont, par exemple, la sanction politique des gouvernants confrontés à des hauts niveaux de chômage, alors même que les électeurs qui veulent les sanctionner ne sont pas eux-mêmes directement concernés par le chômage. Voilà un des éléments qui commence à faire passer l'analyse du plan individuel au plan collectif. Et donc, c'est ce point-là qui va être intéressant, c'est cette interaction entre perception de menace à laquelle on peut se sentir exposé sans être directement atteint et les réactions à la réalisation du risque. C'est cet aspect que j'ai traité dans la relation, à travers cet article, la relation entre anticipation et réalisation du risque. Et donc, c'est ce point, je vais conclure sur cette suspension, c'est ce point qui va m'introduire à la considération des événements comme le chômage dans leur dimension supra-individuelle. Qu'est-ce qu'on peut en dire au juste car à travers le décalage ou le phénomène d'anticipation, on a affaire à une combinaison plus explosive que pour tous les autres événements qui sont étudiés ici, c'est-à-dire une réalisation qui est à la fois anticipée et qui est durable, un sentiment de perte de bien-être qui est durable. Et c'est ce qui transforme, ce qui donne à la perception de la réalité sociale un caractère profondément temporalisé. J'ai déjà insisté sur cette dimension antérieurement et je veux le conserver en mémoire dans l'exposé que je fais. Cette temporalisation de la réalité sociale et de la position individuelle de la biographie dans le monde social joue un rôle évidemment considérable. Je suspends et je vous donnerai la suite de l'exposé la semaine prochaine. Et j'accueille maintenant Marc Gurgan qui va venir me rejoindre sur l'estrade